Et donc, pour la deuxième séance de challenge, je donne la parole à Marine qui va présenter les challenges. Bonjour à tous. Du coup, on continue la séance de la semaine dernière. Donc, je remercie encore toutes les mêmes personnes. Mais bon, je l'ai déjà fait une fois, donc pour vous, ça ne va pas être très intéressant. Surtout, merci aux providers là, qui sont venus présenter leur challenge. On va commencer avec le challenge de CFM qui sera présenté par Julien, qui est sur la prédiction des rendements de fin de session sur le marché américain. Action, pardon. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Julien, je travaille pour Capital Fund Management. D'abord, un grand merci aux organisateurs et aux bêta-testeurs. Je suis très content de pouvoir vous présenter notre challenge de cette année qui consiste à prévoir le rendement de fin de session des actions américaines. Donc, juste deux mots sur Capital Fund Management. Nous sommes un des pionniers de la gestion quantitative. Donc, nous faisons des algorithmes qui achètent ou vendent des actions, des futurs ou des options pour nos clients. Et donc, notre schéma de production peut se résumer comme ça. Nous prenons des données, toutes sortes de données. Ensuite, nous développons des algorithmes qui traitent ces données en temps réel. Et on va envoyer des ordres sur les marchés à travers le monde. Donc cette année, comme je disais, le challenge consiste à prévoir un rendement de prix. C'est une question très difficile parce que les prix ne sont pas très loin de suivre un mouvement aléatoire. Et juste à titre d'anecdote, c'est un problème évidemment qui intéresse les investisseurs depuis la nuit des temps. Et lorsque j'étais jeune, il y a fort longtemps, il y avait des théories en vogue qui disaient qu'on pouvait prévoir les prix à l'aide d'images qu'on voyait dans les cours de prix. Donc là, par exemple, à gauche, vous pouvez reconnaître peut-être avec un peu d'imagination une tasse avec une anse. Et à ce moment-là, ça voulait dire que le prix allait monter. Ou à droite, un motif d'épaule, tête-épaule, qui devait donc mener à un mouvement baissier du prix. C'est des prix c'était des théories pas forcément très scientifiques parce qu'évidemment, pour reconnaître des images, c'est assez subjectif. Donc, à vous de faire preuve d'autant d'imagination, mais peut-être, si j'ose dire, un peu plus de rigueur. Donc, pour donner un peu plus de détails sur le challenge, il s'agit de prévoir le rendement des 2 dernières heures de la session de trading des actions américaines. Ces 2 dernières heures, c'est une période très importante dans la journée puisque c'est la période la plus liquide de la journée. Également, ça contient le prix de clôture qui est utilisé comme benchmark. Et donc, si vous réussissez à prévoir ces 2 dernières heures de la journée, à ce moment-là, c'est très utile à la fois pour optimiser l'exécution et également faire des stratégies rapides. On a légèrement simplifié le problème, donc le but n'est pas de prévoir le rendement précis. Le but, c'est de prévoir 3 scénarios. Soit le prix monte de plus de 25 points de base, donc un point de base, c'est 1% d'1%, 0,25%. Soit le prix reste stable, soit de savoir si le prix va baisser de plus de 25 points de base. Donc ici, quelques exemples. Donc vous voyez le cours du prix à partir des débuts de la journée. Et là, par exemple, en bas, vous voyez que le prix baisse pendant le début de la session. Et ensuite, il va continuer à baisser. En haut, vous voyez un exemple où le prix monte légèrement et il va rester stable. Donc le but, c'est de savoir ce que le prix va faire pendant cette période grise qui consiste à la fin de la session. Et donc, vous avez accès pour faire cette prévision au rendement de prix pendant la période de 9h30 à 14h, donc le début de session, qui est donné en 53 points, qui consiste à des rendements subsécutifs de 5 minutes. Donc, les rendements sont donnés en unités de points de base, donc 1 BP, comme je disais, c'est 1% d'1%. Il y a aussi pour chaque ligne
l'identifiant de l'action et du jour que vous pouvez utiliser. Donc les jours et les stocks se répètent. Donc il y a plusieurs fois le même stock, plusieurs fois le même jour dans le jeu de données. Par contre, pour le dataset de test, ne contient pas les mêmes stocks ni les mêmes jours. C'est une période disjointe. Peut-être à toutes fins utiles, une petite parenthèse technique. Donc, pour calculer le rendement sur plusieurs périodes consécutives de 5 minutes, vous pouvez tout simplement composer les rendements. Donc, vous connaissez le rendement entre 9h35 et 9h30 et entre 9h40 et 9h35. Et pour connaître le rendement de 9h40 entre 9h30, il suffit simplement de rajouter 1 au rendement et de faire une multiplication. Mais en pratique, comme les rendements sont très faibles sur 5 minutes, c'est très proche de juste la somme des deux rendements. Alors, le benchmark, donc on a choisi un benchmark qui est un grand classique des Data Challenge et autres Kaggle, qui consiste à faire un XGBoost sur quelques features qu'on a choisis. Donc, premièrement, pour réduire un peu le bruit, on n'a pas donné les 53 rendements 5 minutes, on a agrégé les rendements sur des périodes consécutives, sur 8 périodes consécutives. On a calculé quelques statistiques et avec ça, on arrive à un taux de prédiction correct d'environ 41%, donc ce qui est légèrement mieux qu'un score aléatoire de 33%. Avant de passer aux recommandations, donc, quelques images sur les données. Donc, on a 3 fichiers. Le fichier de training, les labels qui s'appelle Output Training CSV et le fichier de Input Test. Alors, pour conclure avec les recommandations, donc premièrement, une question, et j'en dirai pas plus, mais qui peut être utile, c'est de vous poser la question, est-ce que la période de test est spéciale ? Et ensuite, sans vouloir reconnaître des images comme les tasses ou les épaules tête-épaule dans les patterns de prix, ça peut être utile d'utiliser des techniques visuelles. Donc là, par exemple, j'ai tracé en forme matricielle le rendement de fin de journée en fonction des jours et des stocks. Et donc, vous voyez peut-être des patterns sur certains stocks, donc les lignes horizontales. Il y a quelques lignes bleues claires, ce qui correspond à des rendements stables. Donc, il y a des stocks qui, de manière générale, ne bougent pas beaucoup. Donc, ça peut être utilisé. Et on voit aussi des lignes verticales. Ça correspond à des jours précis. Donc, il y a des jours où tous les actions baissent et il y a des jours où tous les actions montent, ce qui est aussi assez cohérent. Et j'en conclus là. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Du coup, on va passer au challenge suivant, qui est un challenge d'efficience, qui va être présenté du coup par Charbel Raphaël, qui est responsable du coup du pôle IA d'efficience. Il va vous dire ce que c'est efficience. Et le but du challenge, c'est de regarder la robustesse au changement de distribution et à l'ambiguïté. Merci. C'est bon. Bonjour à tous. Du coup, merci beaucoup de cette opportunité de vous présenter ce challenge. Donc, efficience, c'est quoi? Donc, c'est un collectif étudiant qui est né dans les ENS et qui se donne pour mission de promouvoir ce qu'on appelle de la recherche impliquée, c'est-à-dire sur des enjeux de société. Pourquoi? Ok. Et donc, notamment, donc, vous pouvez voir sur cette image différentes activités qu'on organise, donc des camps de formation, des conférences, ou alors des sprints de recherche.
Donc, mais aussi des séminaires, des groupes de lecture, un Discord ou des programmes de recherche. Et donc Efficience actuellement, donc ces 3 pôles, le pôle biorisque, le pôle changement climatique et le pôle sûreté des IA. Et donc si vous vous intéressez à plus de nos activités, si vous voulez participer, vous pouvez regarder sur ces 2 URL, notamment le Linktree du pôle IA. Et donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le challenge robustesse au changement de distribution et à l'ambiguïté. Donc la motivation de ce challenge peut venir par exemple de la médecine. Donc ici vous pouvez voir un patient qui a une maladie qu'on appelle le pneumothorax. Et donc une caractéristique de cette maladie, c'est donc des poumons qui sont affaissés. Et donc ce patient a été opéré et il a donc à la suite de son opération des drains thoraciques qui correspondent à ces 2 longues tiges de part et d'autre des poumons. Et dans ce dataset, la très grande majorité des images sont des patients qui ont été opérés ou alors des individus qui sont sains et qui n'ont pas les drains thoraciques. Et si on entraîne un classifier sur ce dataset, le classifier ne va apprendre à reconnaître que les drains thoraciques, mais non pas les poumons affaissés. Donc le classifier va apprendre à reconnaître la feature qui est simple, mais non pas la feature qui est complexe. Ça vient de l'hypothèse du biais de simplicité, c'est-à-dire que le réseau de neurones n'apprend que la feature la plus simple. Donc pour étudier ce phénomène, nous vous proposons le dataset Human Age, qui correspond à des visages sur lesquels sont superposés du texte. Donc c'est des visages de personnes soit jeunes, soit âgées, et avec du texte qui est soit young, soit old. Et donc il y a 2 parties dans ce dataset. Il y a la partie qui est labellisée, dans laquelle le texte correspond tout le temps aux images. Mais dans la partie non labellisée du dataset, attention, le texte ne correspond au visage que dans 50% des cas. Donc ce qui crée une ambiguïté. Et donc l'objectif ici sera de labelliser le dataset non labellisé en prenant garde au fait que, évidemment, le texte est parfois trompeur. Et donc il faut prendre garde au texte en n'utilisant que la feature complexe et ne pas utiliser la feature simple qui est le texte. Donc le dataset Human Age est assez compliqué. Du coup, on vous distribue aussi le dataset Human Hair qui fonctionne sur le même principe. C'est juste qu'ici, on va classifier la couleur des cheveux. Mais ce dataset est plus petit et plus simple, donc il vous permettra d'itérer et d'expérimenter beaucoup plus rapidement. Donc quelques consignes. Donc, ce sujet est très important sur TDSIA et c'est un challenge qui est plutôt difficile, mais un Google Colab vous est distribué en starter pack pour vous aider à commencer. Donc toutes les idées seront valorisées dans le rapport pour les élèves qui doivent rendre un rapport et quelques pistes de réflexion. Donc vous pouvez travailler avec l'hypothèse que le mixing rate est bas. Donc c'est quoi le mixing rate? Donc dans la partie non supervisée, dans la partie non étiquetée du dataset, le texte correspond aux images que dans 50% des cas. Donc ici, le mixing rate est de 50%. Mais dans les datasets naturels, souvent le mixing rate est beaucoup plus bas. C'est-à-dire que la feature complexe correspond à la feature simple dans la très grande majorité des cas. Donc vous pouvez essayer de travailler dans cette hypothèse-là, ça vous donnera des idées. Vous pouvez essayer de trouver aussi des algorithmes qui détectent le changement de distribution, avoir une réflexion sur ça veut dire quoi la complexité des features, essayer de formaliser cette idée. Vous pouvez aussi vous poser la question si votre algorithme généralise au problème qui est exhibé dans un papier de reinforcement learning qui s'appelle Goal Misgeneralization in Deep Reinforcement Learning. Que faire si je n'avais que le dataset supervisé et qu'est-ce que me donne l'information en plus du dataset non étiqueté. Ici il y a une typo, c'est le dataset étiqueté. Que faire si je n'avais que le dataset étiqueté et que me donnerait en plus l'information du dataset non étiqueté. Et la question finale, c'est quel système mettre en place
pour le déploiement sécurisé d'une IA n'ayant pas vu de la donnée donc, out of distribution durant l'entraînement. Donc, si vous avez des questions, ou si vous avez je vous encourage vraiment à lire l'entièreté de la description technique pour savoir ce qui est un peu dans l'esprit du challenge et si vous voulez valider vos idées d'algorithme. Et donc il y aura un office hour le lundi 20 février entre 18h et 19h. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur cette adresse mail et je vous souhaite bonne chance. Du coup, pour la suite, on va passer à la présentation de l'AMF qui sera sur la malédiction de la table des matières. Donc c'est Christophe qui va vous présenter ça et qui est data scientist à l'AMF. Bonjour à tous. Donc l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Elle est chargée de réguler les marchés financiers et notamment nous dans l'équipe Thierry, on est dans la partie surveillance et la partie, on a deux aspects, la partie surveillance des marchés financiers et la partie données. Donc le contexte de ce challenge, donc c'est une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur, c'est la taxonomie européenne. Donc c'est une classification des activités économiques durables sur le plan environnemental. Et donc ça permet notamment de mesurer à quel point un investissement est vert. Depuis 2022, donc les sociétés cotées elles sont soumises à cette réglementation. Elles doivent déclarer des indicateurs des indicateurs clés de performance liés à cette taxonomie dans leur rapport financier annuel. Et donc nous à l'AMF, on est intéressé à analyser ces données, donc ces documents, les indicateurs clés. Et pour cela, en fait, on expérimente une solution pour permettre d'extraire automatiquement ces indicateurs des rapports financiers annuels. Donc voilà pour le contexte. Donc les rapports financiers annuels, c'est des documents qui sont assez longs, qui sont assez hétérogènes. Tous les émetteurs ne présentent pas le document de la même façon. Il y a plus ou moins de sections, de sous-sections, etc. C'est des documents qui sont au format XHTML, donc normalement c'est censé être une bonne nouvelle puisque c'est un format qui est censé être machine readable, mais en pratique il est assez complexe d'être machine readable, notamment dû à une mauvaise qualité de l'usage des balises. Donc pour faciliter l'extraction de ces indicateurs, nous ce qu'on souhaite être capable de faire, c'est de pouvoir extraire la section qui contient ces indicateurs. Et donc pour cela, on veut être capable d'identifier dans le texte tous les titres et de les hiérarchiser afin de pouvoir extraire toutes les sections, sous-sections et de pouvoir identifier la section qui nous intéresse. Donc pour la création de notre dataset, donc on a pris ces fichiers XHTML, on a fait une interprétation des fichiers pour pouvoir récupérer chaque balise, le texte de chaque balise, sa position, son texte, etc., des métadonnées. Le document aussi souvent est un peu comme un document PDF, donc il y a des pages, mais cette notion de page, on ne la retrouve pas dans le XHTML, donc on a fait un petit modèle qui va essayer de séparer en pages. Ensuite, on va retravailler sur les blocs pour essayer de fusionner et avoir qu'un seul bloc, que le titre soit que dans un seul bloc. Et ensuite, on a un tri dans l'ordre de lecture. Donc ensuite, on a annoté ces titres avec une annotation simple. Donc quand c'est un titre, on va associer un chiffre qui est le niveau du titre. Donc 0, c'est le titre du document, 1, c'est le titre des sections, 2, sous-sections, etc. Voilà, donc les données d'entraînement, donc on a environ 1 million de lignes qui sont créées à partir d'un corpus de 71 documents. Donc dans ces données, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un index et un nom de fichier. Donc ça, c'est pas des données qui servent à l'entraînement, c'est ce qui va servir à joindre les données avec les labels. On a le numéro de page, donc
de notre séparation en pages. On a le texte, on a plusieurs coordonnées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est les coordonnées de la box. Et on a la police, la taille de la police, la couleur de la police, le style de la police. Et enfin, les annotations. Donc, le but, c'est de prédire pour chaque bloc de texte s'il s'agit d'un texte et quel est son niveau. Donc, pour cela, une manière assez simple de séparer le problème pour essayer de le résoudre, c'est d'abord de faire une classification binaire sur les blocs de texte pour savoir si c'est des titres ou non, et ensuite d'associer le bon niveau à chaque titre. Donc ensuite, oui, l'application, c'est de pouvoir bien identifier chaque section, et ensuite, une fois qu'on a extrait chaque section, on pourra passer il y a plusieurs façons de bien rechercher la section taxonomie qui nous intéresse, donc soit avec des mots-clés, soit des classifications, etc. Voilà, donc pour mesurer la performance des prédictions, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant le niveau en soi des titres, c'est plus est-ce qu'on va bien récupérer avec ces niveaux de titres l'entièreté de la section, ou est-ce que, donc là c'est le cas dans l'encadré vert, là, le titre 1 et le titre 2 sont bien prédits, donc on va récupérer l'entièreté de la section 1. Par contre, si on a une mauvaise prédiction sur un titre, par exemple là, le 1.2, on le prédit en étant titre 3, et ça va faire en sorte que sur la section 1.1, on va récupérer 2 fois plus de texte que ce qu'on voudra. Bon, là, je ne vais pas expliquer en détail, c'est expliqué aussi sur la page du challenge, si jamais. Donc, dans un premier temps, pour notre benchmark, nous, on a fait la classification binaire des blocs de texte, donc avec un réseau de neurones récurrent. De manière séquentielle, on a regardé 10 blocs autour du bloc de texte sur lequel on va faire la prédiction pour savoir si c'est un titre ou non. Et donc les features créées, donc on a la taille du texte. Logiquement, un bloc de texte qui contient un titre, ce sera plus court qu'un paragraphe. On a la taille de la police, l'utilisation de la police dans le document, etc. etc. Une regex aussi qui va chercher du coup la numérotation des titres. En général, les titres, si ça commence par 1.1, en général, ça sera un titre. Donc ce modèle, on a eu un F1 score de 0,71. Et ensuite, sur la deuxième partie, pour pouvoir mettre le niveau de titre, donc là, on a fait un classifier qui va chercher à prédire du coup si un titre, par rapport au précédent, est-ce qu'il est au même niveau, est-ce qu'il est de niveau inférieur ou supérieur. Et donc voilà, c'est un modèle assez simple, mais ensuite on va avoir une étape du coup de reconstruction où on va à chaque fois, si on va faire de manière séquentielle, donc si on descend d'un niveau, on va ajouter un niveau, si on remonte si on est au même niveau, on va mettre le même niveau, et si on remonte d'un niveau, par contre il faut faire attention à savoir si on remonte d'un seul échelon, donc si on passe du 1.2.3 à un titre 1.3, ou si on passe d'un 1.2.3 à un titre 2, du coup ça dépend de combien on remonte, et donc là on a une règle qui va chercher à faire matcher avec les titres précédents au niveau de la taille de la police. Donc là c'est le cas pour le titre 2. Donc voilà, donc ce random classifier, il a obtenu un score de 0,87, et donc si on met les deux modèles bout à bout, avec notre métrique, on obtient environ 51% des sections qui sont bien récupérées. Donc voilà, donc vous avez une marge de manœuvre pour améliorer ça, et donc n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit maintenant ou plus tard via l'adresse mail. Du coup, ah non, c'est bon, t'as encore 5 minutes. Du coup, on va passer à la présentation de SNCF avec Rémi, qui est responsable du Data Lab de Mass Transit Academy. Et donc, il va parler de son challenge sur la prévision en temps réel de l'affluence à bord des trains. Merci beaucoup, Maï.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de pouvoir présenter ce challenge de SNCF Transilien. Et donc, SNCF Transilien, c'est l'opérateur de trains de banlieue en Ile-de-France. On opère toutes les lignes qui sont intitulées par des lettres, pardon, et à part la B et la A qui est coexploitée avec la RATP. On a un opérateur dit en mass transit parce qu'on transporte beaucoup de gens avec beaucoup de trains. On a plus de 6000 trains qui circulent chaque jour qui transportent 3,4 millions de voyageurs par jour également. Et un des enjeux des opérateurs en mass transit, c'est l'affluence. Aujourd'hui, il y a deux raisons qui font que l'affluence est devenue prépondérante. La première, c'est que avec le ou la Covid, on s'est rendu compte d'autant plus qu'il y avait beaucoup de monde dans les transports en commun et que c'était peut-être un problème pour les transports en commun. Avant, on utilisait l'affluence essentiellement pour construire des offres de transport. Maintenant, on s'est dit, mais en fait, il faudrait peut-être le donner aux voyageurs aussi pour qu'ils puissent adapter leur trajet en fonction de cette information-là. Et la deuxième raison, qui est plus de long terme, c'est qu'aujourd'hui, on remplace nos matériels roulants par des nouveaux matériels roulants. Et ces rames, elles sont équipées de capteurs, et notamment des capteurs infrarouges au niveau des portes, dans le cadre Transilien, qui permettent de compter le nombre de personnes qui montent et qui descendent pour chaque porte du train, et ce, à chaque sortie de gare. Donc à chaque fois qu'un train sort de la gare, il nous envoie un fichier de comptage qu'on traite et qu'on insère dans notre SI. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a deux services aux voyageurs qui sont proposés. Un premier service aux voyageurs à l'échelle du train au moment du calcul d'itinéraire, et un autre service qui va être déployé au niveau des écrans gare pour pouvoir afficher l'affluence par zone du train. Sauf que, comme pour le retard, on a un problème, c'est que on peut vouloir donner l'information de retard du train, mais sauf que ce qu'attend le voyageur au moment où il attend, ce que vous attendez tous et ce qu'on attend tous au moment où on attend notre train, c'est d'avoir le retard qui aura effectivement lieu lorsqu'on va monter dans le train. Et pas le retard qui est à 5 gares du train ou qu'on connaît parfaitement parce qu'on mesure le retard. Et si on fait le parallèle avec l'affluence, c'est pareil, on ne veut pas savoir l'affluence. En tant que voyageur, on ne veut pas savoir l'affluence qu'il y a dans notre train, mais l'affluence qu'il va y avoir au moment où on va monter dans notre train. Ce qui implique En fait, c'est un problème assez intéressant parce qu'on va avoir des trains qui circulent d'espace en espace. Donc on va avoir un phénomène spatio-temporel dans le temps et dans l'espace qui nous permet d'avoir de l'information en temps réel sur ce qui est en train de se passer. Est-ce que nos prévisions étaient correctes avant ou bon. Bref, on n'en est pas du tout là aujourd'hui. Et là, on vous présente un problème beaucoup plus simple qui est juste de vous donner un ensemble de variables contextuelles, l'heure, le sens, la composition du train, est-ce que c'était une UM ou une US, c'est-à-dire deux rames ou une rame. Et par contre, on essaie d'introduire un peu cette notion de spatio-temporalité avec des variables dites autorégressives, au sens où on vous donne dans le challenge des informations sur les taux d'occupation aux précédentes gares pour le même train et des précédents trains à la même gare. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser à la fin. Et donc la métrique qu'on vous propose, c'est le MAE, tout simplement entre les taux d'occupation. Ce qu'il faut voir, c'est que pour le moment, le benchmark, il fait 1% d'erreur. Donc il fait le taux d'occupation est à 1%. Mais en fait, 1%, c'est beaucoup parce que la capacité d'un train, c'est en gros 1800 personnes. Donc en fait, 1%, c'est 20 personnes à chaque arrêt. Le modèle, on propose un benchmark naïf, un peu, au sens où pour chaque train, K c'est le train, S c'est la gare, on fait un modèle linéaire qui prend en compte ce qui s'est passé à la gare précédente et ce qui s'est passé pour le précédent train. On vous donne plus de 30 000 arrêts d'entraînement et un jeu de données de 10 000 arrêts. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va du coup passer au challenge Accenta, qui est un challenge de reinforcement learning et qui va être présenté par Jérémy et Sylvain, normalement. Merci. Donc bonjour à tous. Donc, je suis Jérémy de l'entreprise Accenta et avec mon collègue Sylvain. Donc on va vous présenter le challenge d'apprentissage par renforcement que nous vous proposons cette année. Donc avant de commencer, quelques mots sur l'entreprise Accenta. Donc Accenta, c'est une start-up qui investit dans les deep tech et dans la transition énergétique et qui propose une solution innovante qui combine l'apprentissage automatique, l'optimisation mathématique
et le stockage intersaisonnier de chaleur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des bâtiments, surtout sur la partie chauffage et climatisation consommée donc par ces bâtiments. Donc, bonjour à tous et bonjour à toutes. Le challenge qu'on vous propose aujourd'hui va porter sur l'optimisation des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au chauffage et à la climatisation de grands bâtiments. On va vous demander donc de proposer un algorithme pour optimiser les systèmes de pilotage dynamiquement de ces bâtiments afin de réduire ces émissions de CO2. Donc Axanta propose déjà aujourd'hui des solutions à ce type de problème qu'on peut regrouper en deux types. Tout d'abord, vous avez la mise à disposition de systèmes de chauffage, de systèmes de stockage qui vous permettent de produire de la chaleur, mais aussi de la stocker et de la consommer de façon optimale et dynamique en fonction des conditions. Et la conception d'algorithmes de pilotage optimisés qui vont reposer sur des modèles prédictifs afin de proposer des solutions qui soient adaptatives et adaptées à chaque bâtiment considéré. Aujourd'hui, ce qu'on va vous demander, dans ce challenge, ce qu'on va vous demander, c'est d'améliorer cette seconde partie, c'est-à-dire de proposer des nouveaux algorithmes à base d'apprentissage par renforcement pour l'optimisation de ces systèmes thermiques. Alors juste un petit mot sur l'apprentissage par renforcement, puisque contrairement à la majorité des challenges qui vous ont été proposés, on ne va pas résoudre des problèmes d'apprentissage supervisé ou non supervisé. L'apprentissage par renforcement diffère assez sensiblement de ces approches. Votre objectif ne va pas être de créer un algorithme capable de générer des échantillons aléatoires sous une distribution complexe, mais va être de générer un agent qui va prendre des décisions séquentielles. Et donc la différence majeure va être que vous allez proposer une politique qui va devoir introduire des solutions de contrôle dynamique et devra s'adapter en fonction d'un contexte aléatoire et d'une interaction avec un environnement. Et donc, vous avez sûrement entendu parler de ces méthodes d'apprentissage par renforcement, mais je vous en dis un petit mot de façon générique, et ensuite Jérémy vous proposera les versions les plus précisément liées à Axanta. Donc, votre agent, vous allez devoir définir une politique optimale. Donc, cette politique, ça va être un modèle paramétrique qui va dépendre d'un certain nombre de paramètres que vous définirez. Et votre agent va devoir prendre une action à chaque instant en fonction de son environnement. Cette action aura deux conséquences, c'est de mettre votre agent dans un nouvel état et ça va vous générer une récompense liée à l'interaction avec l'environnement. Votre objectif va être de séquentiellement mettre à jour les paramètres de la politique afin d'optimiser les récompenses cumulées au fil du temps, qui seront liées à l'optimisation énergétique de ces bâtiments. Et donc je vais maintenant laisser la parole à Jérémy pour vous expliquer dans le contexte Axanta ces méthodes de renforcement. Merci. Donc après cette présentation générale du cas de l'apprentissage par renforcement, nous allons regarder d'un petit peu plus près le framework spécifique en fait au challenge qu'on vous propose cette année. Donc cette année, on vous propose d'entraîner une IA, donc votre agent, à piloter un modèle numérique simplifié du système thermique bas carbone Axanta, de sorte à maximiser plutôt son efficacité et minimiser sa facture énergétique. Donc pour ça, à chaque pas de temps, pour prendre les décisions, votre agent en fait aura à sa disposition un certain nombre d'informations, notamment les conditions météo locales au bâtiment. Donc évidemment, cette information est très, très importante, car la quantité de chaleur à produire pour le bâtiment dépend évidemment directement de la température qu'il fait à l'extérieur. Et vous aurez aussi à disposition donc, les prévisions météo pour les prochaines heures à venir, donc pour anticiper ce qu'on devrait faire pour produire efficacement la chaleur. La quantité de chaleur dont a besoin le bâtiment à l'instant T pour respecter le confort thermique de ses usagers, le niveau de stock actuel dans le bâtiment, niveau de stock thermique actuel dans le bâtiment, et une information temporelle, donc la date et l'heure courante. Et à chaque pas de temps, donc votre agent aura plusieurs leviers à sa disposition pour piloter le système thermique, à savoir la quantité d'énergie produite avec chacun des équipements du système thermique disponible, sachant que chaque équipement a une efficacité variable en fonction des conditions courantes, donc conditions météo et besoins thermiques actuels, et que le choix de répartition de cette production
aura bien sûr un impact sur le long terme. Autrement dit, les décisions qui sont prises au temps T impacteront l'efficacité de toutes les décisions futures. Et ces choix déterminent aussi de façon implicite la quantité d'énergie à stocker ou à déstocker. Donc ce challenge n'étant pas un challenge d'apprentissage supervisé, le processus d'écriture et d'évaluation du modèle est un petit peu différent des autres challenges. L'environnement sur lequel entraîner votre agent sera installé via une commande pip, hein, comme n'importe quelle bibliothèque Python. Et vous serez amené donc à écrire et entraîner votre agent sur votre machine. Et une fois que vous serez satisfait du résultat, vous devrez publier pour évaluation donc cet agent entraîné sur la plateforme ENS via un référentiel Git que vous aurez préalablement créé sur GitHub ou sur GitLab. Donc le choix d'implémentation de l'agent est très libre, tant au niveau technique qu'au niveau algorithmique. La seule contrainte, c'est d'implémenter une fonction prédéfinie en Python pour que l'agent puisse être chargé correctement par la plateforme. Mais tout ça, c'est expliqué donc, sur la page suivante. Sur cette page, vous aurez aussi un exemple d'agent préentraîné montrant donc, comment concrètement implémenter un agent et comment l'entraîner. Et toute la procédure d'évaluation est quant à elle documentée sur la plateforme ENS. Alors la page du challenge n'est pas encore disponible sur la plateforme, elle le sera normalement ce soir ou d'ici demain matin. Mais en attendant, vous pouvez déjà tester l'environnement et tester l'apprentissage de l'agent sur cette page-là. Donc si toutefois vous avez besoin d'informations supplémentaires, nous pouvons très bien organiser une ou deux sessions de questions-réponses regroupées dans les jours à venir. Et si là vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On va passer du coup au dernier challenge avec les providers. Donc c'est le challenge de Radium qui est lié au few-shot learning et à l'apprentissage du coup sur l'anatomie radiologique. Et c'est Paul et Pierre qui vont nous présenter. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va vous présenter ce challenge qui s'inscrit vraiment dans la continuité de ce qu'on veut faire chez Radium. Donc, je me présente rapidement, Paul Errand, je suis radiologue de formation et donc je suis ravi de pouvoir glisser quelques mots avant que Pierre décrive en détail le challenge. Alors, ce qu'on veut faire chez Radium, c'est créer le premier foundation model de radiologie. Et donc, un foundation model, vous en entendez sans doute beaucoup parler en ce moment avec ChatGPT, mais ça peut servir à plein de choses, en anatomie notamment. Et donc l'anatomie, c'est un gros sujet pour l'imagerie. En fait, le but du modèle, ça va être d'apprendre l'anatomie normale et pathologique, et ça c'est notre mission chez Radium. Et donc ça va servir à plein de choses, ça va servir à démocratiser des fois l'expertise qui est aujourd'hui cantonnée à certains experts de la médecine, parce que la médecine se surspécialise. Et donc le but, ce sera vraiment de donner accès à plus de monde à cette expertise. Et donc concrètement, ça va être le développement de biomarqueurs d'imagerie qui ont un rôle multiple, vraiment. Ça peut être dans plein de décisions médicales liées à la médecine de précision. Pour vous donner une petite idée de l'anatomie, alors l'anatomie, avant, c'était plutôt des chirurgiens qui allaient au tableau et qui décrivaient avec des beaux dessins et un talent oratoire assez certain comment était fait le corps humain, souvent après des dissections. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'ouvrir les patients pour savoir comment l'anatomie est constituée, et notamment grâce au progrès de l'imagerie. Et désormais, maintenant, moi, en tant que radiologue, je ne connais plus même toutes les structures par cœur, j'utilise des outils. En témoigne par exemple cet exemple. Là, on a une coupe axiale de scanner cardiaque. Et donc, vous pouvez voir la richesse des descriptions qui sont faites. Et donc, le but pour le challenge et pour Radium, c'est d'avoir externalisé cette richesse
de façon apprise par un algorithme. Alors bien sûr, on va peut-être pas aller tout de suite dans ce niveau de complexité, on va commencer plus simple, mais avec cette philosophie. Et je vais vous laisser continuer avec Pierre, qui va décrire un petit peu le challenge. Bonjour à tous, donc moi je suis Pierre Manseron, je suis l'associé de Paul. Je suis un ancien du master, donc j'étais sur ces bancs, pas exactement cela, mais il y a quelques années. Donc ce qu'on vous propose au niveau machine learning, c'est un challenge qui est assez simple en fait. C'est en fait dire, vous avez une photo et c'est comment identifier sur une photo les différents objets qui composent cette photo. Ils ont plutôt segmenté les objets sans les identifier. Donc on peut prendre l'exemple de la photo tout en bas à gauche. Vous avez une photo d'intérieur. Vous n'avez pas besoin de même avoir déjà vu un cadre pour comprendre qu'il y a un objet qui se sépare d'un autre objet, qui est en gros le mur et le cadre. C'est pareil pour l'intégralité des objets. C'est quelque chose qui est extrêmement instinctif pour un être humain. C'est vraiment très facile. Là, pareil, vous prenez n'importe quelle image dans la vie de tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'identifier, par exemple, que je vois qu'il y a un objet là, je ne sais pas ce que c'est. Je vois qu'il y a un objet quand même qui se différencie des autres. Alors, on peut imaginer que du coup, quand on déporte ce problème-là dans le problème de la radiologie, c'est facile aussi. En fait, pas du tout. Parce qu'en fait, justement, on se rend compte que ce qu'on sait faire, qui a l'air instinctif et facile, il y a beaucoup de choses derrière, de l'apprentissage, des neurosciences, etc. Et en fait, quand on essaie de le faire en radiologie, on voit qu'on ne peut pas juste instinctivement segmenter les différentes parties anatomiques juste au feeling, entre guillemets, quoi. Et du coup, je vais prendre un exemple. Là, ce qu'on a, c'est aussi une coupe sur un scanner. On voit là 2 grandes zones en noir là, qui sont les poumons. Donc ça, c'est facile à segmenter, on les voit, hein. Par contre, quand on essaye on se rend compte, en fait, quand on montre vraiment un radiologue, en fait, le radiologue, il va pas juste voir 2 poumons, il va voir 4 structures. Les 4 structures que vous voyez qui sont annotées là, enfin segmentées là, avec les 4 couleurs. Et ce qui fait qu'en fait, on voit bien compte qu'il y a vraiment une difficulté qui n'est pas justement de comprendre et de segmenter des contours, mais c'est une difficulté supplémentaire qui est de vraiment intégrer le savoir radiologique et l'expertise donc médicale dans justement cette segmentation. Et donc justement, le but du challenge, c'est comment on peut segmenter les structures comme le ferait un radiologue, pas juste justement en trouvant des contours, sur en fait un corps humain en entier. Et donc justement, en termes de data, donc, qu'est-ce qu'on vous fournit? On vous fournit un dataset d'images 2D, donc des images très simples, qui sont des coupes aussi de scanner, des coupes axiales, qui sont du corps humain entier. Donc vous avez la tête jusqu'aux pieds, en passant par les poumons, l'abdomen, etc. Donc là, c'est une image qui est entre guillemets relativement moche, mais c'est justement pour vous montrer que justement en scanner aussi, il y a des trucs qui ne sont pas forcément très faciles, et que c'est ça le métier du radiologue. Donc ces images qui sont de 512 par 512, des images qui sont grayscale, donc il n'y a pas de RGB, c'est juste un seul channel. Vous pouvez les ouvrir avec pile, j'ai mis un petit exemple en bas. Le dataset, c'est 1000 images de train et 500 images de test. Il y a une petite subtilité sur le train, et je vais venir juste après. Mais du coup, en termes de X, c'est vraiment très simple, c'est très classique. Pas le bon ordinateur. Ensuite, le label, là, ça se corse entre guillemets un peu, mais ça reste entre guillemets relativement simple. Le label, c'est quoi? C'est aussi pour chacune des images en entrée, un Y, qui est aussi une image en sortie, qui est une segmentation map, donc qui a la même taille, 512 par 512. Le contenu de cette segmentation map, par contre, ce sont des integers, donc en gros des entiers, pardon, qui correspondent à l'index de la structure que vous voulez segmenter. Donc, par exemple, vous pouvez avoir le 1, c'est la structure qui va avoir le numéro 1, c'est le foie, la structure qui va avoir le numéro 2, c'est le côlon, le numéro 3, c'est une des côtes, etc. Un truc à noter, c'est que le 0, c'est une valeur un peu spéciale, qui est le background, et il y a quelques organes qui sont aussi destinés dans le background, des organes un peu compliqués ou trop compliqués. Voilà. Le dataset, toujours, du coup, c'est 1000 tests, 1000 trains et 500 tests. La subtilité, c'est qu'en fait, on n'a pas voulu que ce soit trop facile, entre guillemets. Alors, on verra ce que ça veut dire comme hypothèse. C'est qu'on n'a pas fourni les 1000 qui sont annotés. Parce qu'en fait, on ne veut pas que ce soit un modèle un problème uniquement de segmentation, d'instance segmentation. En gros, avec entre guillemets un modèle de segmentation d'instance classique. Ce qu'on veut, c'est essayer d'intégrer en fait une segmentation à partir de peu d'exemples. Et donc, on vous a fourni en fait 200 images annotées, ce qui est très faible parce qu'en fait, il y a en tout 100 structures différentes. C'est-à-dire que sur tout le corps humain, il y aura 100 possibles structures en tout qu'il faudra identifier. Par contre, on vous donne 800 images de plus qui correspondent en fait à des images qui peuvent aider un algorithme à améliorer l'entraînement de l'algorithme dans des styles ce qu'on peut appeler semi-supervisés, self-supervisés, etc. Justement, c'est un peu des intuitions qu'on a bien un peu poussées, c'est de dire est-ce qu'on ne pourrait pas justement booster les performances de l'algorithme avec de la data non annotée.
Un autre truc qui est important à noter, c'est que les labels des pixels, ils vont changer entre les slides. En fait, c'est pas important que le foie soit toujours à 1. Ce qui est important, c'est juste que les éléments du foie soient tous à 1 dans la même image. Du point de vue de la métrique, au fond, l'index de l'organe n'est pas le même. Et d'ailleurs aussi, c'est une autre difficulté qu'on a rajoutée, qui est qu'au fond, on ne veut pas justement qu'un algorithme apprenne juste à segmenter tous les foies en identifiant les foies. Il faut juste identifier les objets l'un par rapport à l'autre, mais pas l'un par rapport à une autre slide. Voilà. Une deuxième note un peu qui est à noter, c'est que pour des raisons d'efficacité, pour loader les data, il faut faire la commande qu'on a fait en bas, c'est-à-dire transposer et reshaper. Voilà, tout est mis dans le détail du challenge. Et enfin, pour terminer, la métrique. Donc c'est une métrique qui est une métrique qui s'appelle l'index de Rand, qui est une métrique de clustering. Donc quel est le rapport entre clustering et ce qu'on fait? En fait, c'est assez simple. Vous voyez les images en haut à droite. En fait, on a deux jeux de clustering qui sont du coup entre guillemets pas les mêmes couleurs. Et pourtant, le rand index va être capable d'identifier que les clusters sont les mêmes, puisqu'en fait, du coup, même s'ils n'ont pas le même index, le contenu de ces clusters sera les mêmes points. Et c'est ça qui nous importe dans ce challenge, c'est être capable justement que quelle que soit la slide, enfin, ce qu'on appelle une slide, c'est une image du coup sur un scanner. Quelle que soit l'image, vous êtes capable d'identifier le contenu du foie, même si vous ne savez pas que c'est un foie. Donc sans savoir, et avec un numéro entre guillemets de foie qui sera aléatoire. Vous savez juste que cette structure sera toujours la même. Un truc à savoir cette métrique-là, c'est qu'en fait c'est une métrique entre deux vecteurs, donc entre entre une image et un label prédit et un label grande trousse. Les valeurs à connaître, c'est 1 quand c'est parfait, quand c'est donc x et x, et 0 quand c'est le pur aléatoire. Donc oui, la métrique finale sera en fait la moyenne de toutes les métriques sur chacun des samples. Voilà, c'est très simple. Voilà. Donc la baseline, on a une baseline à 0,16 qui est une baseline très très facile, qui est une baseline justement de segmentation de contours, donc qui ne fait aucun apprentissage, aucun appel à du savoir-faire médical. Et du coup, nous, ce qu'on voudrait un peu pousser dans ce challenge, c'est qu'en fait, il y a plein de niveaux de difficulté. On peut commencer sur des trucs très très simples, qui sont des segmentations de contours un peu classiques, qui vous permettra de gagner quelques points. Déjà, 0,16, c'est vraiment en 2 lignes de code. Par contre, si vous voulez vraiment aller très très loin et vraiment gratter les performances, il faudra vraiment utiliser l'annotation et trouver des moyens intelligents d'utiliser très peu d'annotation. Voilà. Et ça, c'est en bas, c'est comment on calcule la métrique. On n'a pas encore fait de notebook d'exemple, mais comme j'ai vu qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, je trouve que c'est une bonne idée. On va faire probablement la même chose aussi, et qui vous permettra justement de loader les data plus simplement. Et c'est tout. Merci à tous. Il reste un challenge. Le provider n'a pas pu être présent. Et le bêta-testeur non plus, donc je vais juste vous donner le but du challenge parce que j'ai pas l'expertise du coup sur les données, etc. Mais tout est expliqué du coup sur la page du challenge. Donc c'est un challenge de Royal Group qui est un challenge lié à la physique des matériaux. Le but, c'est d'identifier dans des images 3D des structures qu'ils appellent colloïdes, et donc c'est un type de particules. Et le petit truc, c'est que les données sont très bruitées parce que je pense que c'est des données vues par microscope. Donc leur but à eux, c'est vraiment de pouvoir suivre comment se déplacent ces colloïdes après dans les différentes images données par un microscope. Et ce qui est aussi un peu plus complexe, c'est que dans une image, vous ne savez pas combien de colloïdes vous devez détecter. Donc voilà l'intérêt du challenge et pourquoi il est compliqué. Et ils veulent voir si les techniques de machine learning pourront battre les techniques classiques qu'eux, ils utilisent, qui sont des techniques qui utilisent, qui retrouvent 30% des colloïdes dans les images qu'ils ont. Voilà. Je ne pourrais pas répondre aux questions s'il y en a, mais si vous voulez me les donner, je pourrais les donner au provider par mail et il pourra y répondre. Voilà. Du coup, merci pour votre attention. La semaine prochaine, vous pourrez avoir des présentations, des solutions, des challenges de l'année dernière pour vous donner un peu des exemples de ce qui peut se faire sur différentes thématiques. Bonne journée à tous.